Voici l'essentiel sur l'hypothermie en milieu de travail. Vous savez, l'hypothermie survient quand la température corporelle chute sous les 35 degrés, un danger qui dérègle gravement le métabolisme et le rythme cardiaque, ce qui exige l'intervention immédiate et précise du protocole médical 7. Premièrement, il est crucial de reconnaître les signes atypiques, car l'hypothermie, ce n'est pas juste de simples frissons. Il faut vraiment cibler des signes critiques comme une respiration et un pouls super lent, une perte de coordination et surtout une altération de l'état de conscience, genre de la confusion ou une grosse somnolence, qui est parfois le seul indice visible. Deuxièmement, on doit appliquer les gestes qui sauvent, de ce fameux protocole 7. S'il n'y a pas de traumatisme, la règle c'est de déplacer la victime sans aucune secousse vers un endroit chaud, de lui retirer très délicatement ses vêtements mouillés et de la couvrir pour réchauffer en priorité absolue sa tête, son cou et son tronc. Finalement, parlons des erreurs fatales à éviter absolument. Interdiction totale de donner de l'alcool, car ça abaisse la température corporelle et on lui interdit de fumer, puisque la nicotine diminue la circulation sanguine. Si la personne est consciente, on lui offre une bonne boisson chaude sucrée, mais si elle est inconsciente, on lui donne rien par la bouche et on la place tout simplement en position latérale de sécurité. En résumé, survivre à l'hypothermie exige une détection rapide des signes neurologiques et un réchauffement ciblé et immédiat des organes vitaux. Ne bougez pas, nous vous invitons à écouter la suite avec notre épisode complet sur ce sujet qui suit à l'instant. 35 degrés Celsius, c'est la ligne rouge. En dessous de cette température interne, le corps humain ne se bat plus seulement contre le froid. Non, il commence littéralement à s'étendre. Ouais, de l'intérieur, système par système. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un protocole de survie d'une précision vraiment chirurgicale. Notre mission pour cette exploration, c'est de décortiquer un document de référence incontournable en matière d'intervention d'urgence. Et c'est un document capital, oui. Absolument. Il s'agit du chapitre 7, qui est consacré à l'hypothermie et de son fameux protocole médical 7. Tout ça est tiré de la 9e édition du manuel de secourisme de la CNESEST, donc l'édition de 2022. La CNESEST, pour préciser, c'est l'autorité québécoise en matière de normes et de sécurité au travail. Tout à fait. L'objectif aujourd'hui, c'est de prendre cette procédure clinique très rigoureuse et d'en extraire la mécanique, pour comprendre exactement comment réagir quand notre biologie perd sa bataille contre les éléments. Et cette analyse, elle est d'autant plus cruciale que nos instincts face au froid sont souvent erronés. On imagine volontiers la survie en milieu extrême comme une lutte purement psychologique, genre une question de ténacité ou de volonté de faire. C'est ça, le fameux mental d'acier. Exactement. Pourtant, quand on examine les données de ce protocole, on réalise très vite que c'est d'abord et avant tout une question de dynamique des fluides, de conductivité thermique et de bioélectricité. La survie repose sur des mécanismes physiologiques d'une précision fascinante, mais qui dévoilent aussi une vulnérabilité extrême dès que l'équilibre thermique est rompu. Bon, décortiquons un peu tout ça, parce qu'en parcourant ce protocole de la CNSST, j'ai été frappé par le contraste immense entre ce que la culture populaire nous vend sur le sauvetage hivernal et la réalité clinique sur le terrain. Ah oui, le décalage est énorme. Les images qu'on a tous en tête, ce sont des sauveteurs qui frictionnent vigoureusement les bras d'une victime, ou qui lui tendent une flasque d'alcool fort. Or, l'analyse détaillée de la physiologie du grand froid nous démontre que ces gestes sont non seulement inefficaces, mais potentiellement mortels. C'est le mot juste ? Mortel. Alors, commençons par le commencement, le basculement thermique. Notre organisme est calibré pour maintenir son noyau central autour de 37 degrés. Mais le point de rupture critique s'établit très précisément sous cette barre des 35 degrés. Et la vitesse à laquelle on peut atteindre ce seuil varie dramatiquement. Ça dépend vraiment du contexte de l'exposition. Ouais. Une exposition prolongée au vent sur un chantier de construction au mois de février, ça peut prendre des heures pour installer l'hypothermie. Mais une immersion accidentelle dans les eaux glacées du Saint-Laurent, par exemple, ça provoque une chute de température quasi instantanée. Et ce qui rend cette ligne des 35 degrés si fatidique, c'est la cascade d'événements qui se déclenche immédiatement en dessous. Le corps réalise qu'il perd sa chaleur plus rapidement qu'il ne parvient à la générer. Donc, il enclenche un mode de préservation drastique. Il passe en mode survie. Exact. Et là, on observe 3 réactions physiologiques majeures selon le document. Premièrement, le métabolisme interne subit un ralentissement généralisé. Les réactions chimiques de nos cellules perdent en efficacité. Tout tourne au ralenti ensemble. Exact, voilà. Deuxièmement, et c'est souvent ce qui surprend le plus les intervenants de première ligne, c'est l'impact sur la fonction rénale. Ah oui, ça m'a beaucoup étonné en lisant la source. C'est très contre-intuitif. La chute de température interne provoque un ralentissement important du travail des reins. Ça entraîne une perturbation de l'équilibre hydrique et ça mène, paradoxalement, à une déshydratation sévère.
Donc on a froid et en plus on se déshydrate de l'intérieur. Exactement. Et troisièmement, le point le plus critique, c'est l'instabilité du myocarde. Le froid interfère directement avec les voies de conduction électrique du cœur. Ouf! Ouais, ça provoque des arythmies redoutables. C'est fascinant et terrifiant de penser qu'une simple chute de 2 degrés suffit à provoquer ce chaos interne. Le métabolisme qui freine des 4 fers, les reins qui peinent à filtrer correctement, et ce muscle cardiaque qui perd sa cadence régulière. C'est un effondrement systémique. Et on pourrait s'attendre à ce que des travailleurs physiquement très robustes, des gens habitués aux conditions extrêmes, soient mieux équipés pour résister à cette cascade. Mais la vulnérabilité thermique dépend de facteurs beaucoup plus subtils et parfois invisibles. Ce qui est fascinant ici, c'est de constater à quel point la physiologie dicte notre résistance, bien au-delà de la simple forme physique apparente. Le protocole cible des populations spécifiques dont la susceptibilité à l'hypothermie est décuplée. Comme qui, par exemple? Se resserrer pour conserver la chaleur. D'accord. La tuyauterie réagit moins vite, en quelque sorte. C'est une bonne analogie. À l'autre extrémité du spectre, les enfants sont particulièrement vulnérables. Et ça, c'est en raison de leur ratio surface corporelle sur masse. Ils ont une plus grande surface de peau par rapport à leur poids. Absolument. Ayant proportionnellement plus de peau exposée par rapport à leur volume interne, ils dissipent leur chaleur à une vitesse fulgurante. S'ajoutent à cela les individus malades ou convalescents. Parce que leur système combat déjà autre chose. C'est ça, leur système immunitaire et métabolique draine déjà une grande partie de l'énergie disponible. Ça les laisse sans réserve pour générer des frissons efficaces, par exemple. Ce qui nous amène, logiquement, au rôle de l'intoxication. Et le manuel pointe particulièrement l'alcool, qui est catégorisé comme un facteur de risque majeur. Ça perturbe complètement la capacité du système nerveux central à interpréter correctement les signaux thermiques. Le thermostat est cassé, en gros. Ouais, l'organisme ne sait plus qu'il a froid, et les mécanismes de défense normaux ne s'activent pas à temps. Et justement, en parlant de signaux, abordons cette deuxième partie de notre analyse, le danger silencieux et la reconnaissance des symptômes. Une partie cruciale sur le terrain. J'ai été stupéfait de réaliser que le tableau clinique de l'hypothermie naissante est loin d'être aussi spectaculaire qu'on pourrait le croire. On s'attend tous à des tremblements convulsifs, à des plaintes bruyantes, à une détresse super évidente. Mais le document met en lumière une réalité glaçante. Sans mauvais jeu de mots. Exactement. L'altération de l'état de conscience peut être le seul et unique signe précurseur. Et c'est ce qui rend l'altération de la conscience si redoutable. Le cerveau, parce qu'il est privé de sa température de fonctionnement optimale, subit un ralentissement synaptique. Les fonctions cognitives supérieures se dégradent en premier. Ça se manifeste comment visuellement? La personne devient confuse, elle affiche de la somnolence, elle développe une apathie inhabituelle ou elle perd carrément le fil de ses actions. Sur un site de travail isolé, un collègue qui commence à paraître simplement grognon, qui semble manquer de sommeil ou qui a des difficultés soudaines à accomplir une tâche de routine, Il est peut-être pas juste fatigué? non, il est peut-être déjà en train de glisser vers l'inconscience. La victime elle-même ignore son propre danger car son outil d'analyse principal, son cerveau, est compromis. C'est ce qu'on pourrait appeler l'illusion de la simple fatigue. Un piège parfait pour les secouristes ou les collègues inattentifs. Bien entendu, une fois que la pathologie s'installe plus profondément, d'autres manifestations cliniques viennent compléter le tableau de la CNSST. Oui, le corps lance d'autres signaux. Le protocole énumère l'apparition de frissons intenses et de tremblements. Et ça, ce sont en fait les contractions musculaires involontaires par lesquelles le corps tente désespérément de générer de l'énergie thermique. On observe ensuite un ralentissement marqué du pouls et de la respiration. Ce qui reflète la chute métabolique dont on parlait au début. Tout à fait. Le manque de coordination motrice devient flagrant, la personne trébuche, échappe ses outils. Et bien sûr, cette fameuse arythmie cardiaque s'installe en sourdine. Et cette dégradation générale du système s'accompagne d'une autre menace majeure. Le protocole d'intervention impose une vigilance stricte quant à une comorbidité inévitable. Les engelures. Absolument. Dès qu'un secouriste identifie une exposition sévère au froid ou des signes d'hypothermie, il doit obligatoirement et de façon active rechercher des engelures. Il y a d'ailleurs un lien direct tissé avec le chapitre 16 du manuel, qui est spécifiquement dédié à ces lésions tissulaires. C'est lié physiologiquement. Oui, l'hypothermie est une crise systémique où le corps tente de sauver son noyau vital et pour ce faire, il sacrifie délibérément sa périphérie. Il coupe drastiquement la circulation sanguine vers la peau, les doigts, les orteils, le nez. Il garde le sang chaud au centre. Voilà. Ce sacrifice vasculaire prépare le terrain parfait pour la cristallisation des tissus. Il faut donc traquer les zones de peau qui deviennent froides
blanches ou qui prennent un aspect cireux caractéristique, tout en notant la disparition progressive de la sensibilité. Le défi clinique devient alors très complexe. Il faut gérer la baisse critique de la température centrale tout en tenant compte de ses extrémités potentiellement nécrosées. Et c'est justement dans cette tentative de sauvetage que les erreurs d'intervention peuvent s'avérer mortelles. Passons à cette troisième section, déconstruire les mythes. Ce qu'il ne faut surtout pas faire. C'est vital d'en parler. L'analyse du protocole démontre que nos réflexes culturels de réconfort sont de véritables bombes à retardement physiologique. Prenons le mythe persistant de la boisson alcoolisée, le fameux tonneau du chien Saint-Bernard. Le texte est catégorique sur l'interdiction stricte d'administrer de l'alcool à une victime. Et l'explication réside dans les propriétés pharmacologiques de l'alcool. Bien qu'il procure une sensation subjective et très trompeuse de chaleur, c'est dû à l'afflux de sang vers l'épiderme. En fait, l'alcool provoque une vasodilatation périphérique immédiate. Les vaisseaux sanguins de la peau s'ouvrent en grand. Le catastrophe hémodynamique. Le corps a passé des heures à lutter pour garder son sang chaud, concentré autour du cœur et des poumons. En induisant une vasodilatation, l'alcool force l'ouverture des capillaires de la peau, envoyant ce précieux sang chaud vers la surface glacée du corps. Et la chaleur s'échappe. Instantanément, la chaleur est dissipée dans l'environnement froid, ce qui accélère dramatiquement et de façon irréversible la chute de la température centrale. C'est le sabotage parfait des mécanismes de survie de l'organisme. Un autre réflexe social ancré qu'on observe souvent dans les situations de grand stress en plein air consiste à offrir une cigarette à la victime, juste pour la calmer en attendant les secours. Là encore, la directive du chapitre 7 est sans appel. S'abstenir de fumer est une nécessité absolue. Et la mécanique impliquée ici est à l'opposé exact de l'alcool, mais elle est aussi destructrice. Comment ça ? La nicotine agit comme un vasoconstricteur puissant. Elle resserre brutalement le calibre des vaisseaux sanguins. Dans un corps hypothermique, la circulation périphérique est déjà compromise pour protéger le noyau. L'apport de nicotine va exacerber cette constriction jusqu'à l'ischémie. L'ischémie, donc l'arrêt de la circulation. Oui, l'arrêt complet de l'irrigation sanguine dans certaines extrémités. Ça revient à condamner purement et simplement les tissus qui étaient sur le point de geler. Fumer multiplie de façon exponentielle la gravité des engelures et le risque d'amputation ultérieure. C'est effarant. Nos gestes de réconfort social se révèlent être des armes redoutables contre un organisme en détresse thermique. Mais la contrainte la plus surprenante du protocole, celle qui m'a vraiment fait voir l'intervention sous un jour nouveau, concerne la manipulation physique. C'est ici que ça devient vraiment intéressant. Je vois de quoi tu parles. Le document impose de déplacer la victime sans secousse. Cette directive dépasse largement la simple notion de confort. On parle d'une précaution mécanique, d'une exigence extrême. Absolument, et cette exigence de délicatesse nous ramène directement à l'arythmie cardiaque mentionnée précédemment. Un cœur hypothermique est un organe en état d'irritabilité électrique maximale. Sous l'effet du froid, les cellules du myocarde perdent leur synchronisation. Elles sont prêtes à lâcher à la moindre secousse. Exactement, la moindre manipulation brusque, comme un transport chaotique sur une civière, le fait de hisser la victime sans précaution dans un véhicule, ou même une friction trop énergique des membres... Le fameux massage des bras pour réchauffer. Pire idée possible, ça peut agir comme un déclencheur mécanique de fibrillation ventriculaire. Le cœur, littéralement bousculé par le mouvement externe, se met à trembler de façon chaotique plutôt que de pomper le sang, menant instantanément à l'arrêt cardiaque. Le transport d'une victime d'hypothermie doit être traité avec la même douceur extrême que la manipulation d'une colonne vertébrale fracturée. Une urgence vitale qui doit s'exécuter au ralenti, avec une douceur clinique. C'est un véritable défi opérationnel pour les secouristes sur le terrain. Alors comment orchestre-t-on concrètement cette intervention si délicate ? Entrons dans notre quatrième partie, le protocole médical 7. Le cœur de notre sujet. Le document de la CNSST propose une approche pas à pas. C'est un cadre hautement structuré pour éviter la panique et les erreurs fatales. L'intervention commence inévitablement par les principes fondamentaux de sécurisation. Comme toute intervention médicale d'urgence, même thermique, il faut respecter un séquençage strict. La priorité absolue demeure la sécurité des lieux et la protection de l'intervenant. Un secouriste qui devient lui-même une victime du froid ou de l'environnement n'est plus d'aucune utilité. La base du secourisme. Ensuite, on passe à l'évaluation. On amorce l'évaluation primaire. On commence par évaluer l'état de conscience. C'est le fameux L avec apostrophe qui précède le protocole standard ABC. Cette étape permet d'orienter immédiatement le niveau de criticité. Immédiatement après, le déclenchement de la chaîne de survie est impératif. Il faut alerter les services préhospitaliers d'urgence. Le 911 ou les secours internes. Oui.
Et ce n'est qu'ensuite qu'on contrôle les éléments vitaux, l'ouverture des voies respiratoires pour le A de airway, la vérification de la respiration pour le B de breathing et le contrôle de la circulation pour le C. Une fois ce bilan vital assuré, l'appréciation secondaire permet de rechercher activement l'ensemble des signes et symptômes d'hypothermie et d'engelure. C'est une fois que cette base est stabilisée, et en supposant qu'on a pu isoler délicatement la personne du froid pour l'amener dans un milieu chaud, que s'enclenche la véritable stratégie de réchauffement. Le retrait des vêtements humides ou mouillés doit s'effectuer sans secousse, quitte à les découper si la manipulation est trop brusque. Mais le point d'orgue de cette stratégie, c'est l'ordre de réchauffement. C'est primordial, oui. Même de s'occuper des bras ou des jambes. Si on relie ça à une perspective plus large, cette méthodologie vise à prévenir un phénomène redouté qu'on appelle la chute thermique secondaire. Ça sonne dangereux, c'est quoi exactement une chute thermique secondaire? Si on commet l'erreur d'appliquer de la chaleur sur les extrémités en premier, ou si on frictionne les membres, on provoque une vasodilatation locale dans les bras et les jambes. Le sang qui stagnait dans ces extrémités, un sang extrêmement froid et chargé de toxines métaboliques, va subitement être relâché et retourner en masse vers le centre du corps. Donc du sang glacé qui retourne vers le cœur. C'est ça. L'arrivée brutale de ce sang glacial dans le cœur et le cerveau va faire plonger la température centrale encore plus bas qu'elle ne l'était. Ça déclenche souvent cet arrêt cardiaque irréversible dont nous parlions tout à l'heure. C'est pourquoi le réchauffement doit se concentrer exclusivement sur le noyau vital, la tête, le cou, le tronc, pour réchauffer le sang à la source et protéger les organes nobles en priorité. La maîtrise de la température interne demande donc une compréhension aiguë du réseau vasculaire. Une fois ce réchauffement central amorcé, le secouriste fait face à un arbre de décision critique fondé sur le fameux paramètre de l'état de conscience. C'est là que tout bifurque. Si la victime est évaluée comme étant consciente, et à condition qu'elle ne présente aucun traumatisme physique empêchant la déglutition, la consigne est de lui administrer une boisson chaude et strictement non alcoolisée. C'est le seul scénario où un apport oral est autorisé, afin d'introduire de l'énergie thermique directement dans le noyau digestif. Et l'approche diffère radicalement si l'état de conscience est altéré ou absent. Pour une personne inconsciente, la consigne devient draconienne. Interdiction absolue de donner quoi que ce soit par la bouche. Pour éviter qu'elle ne s'étouffe. Exact, en raison du risque majeur d'aspiration pulmonaire et d'étouffement. Le positionnement de la victime dépendra ensuite de l'évaluation globale de la scène. En l'absence totale de signes de traumatisme, la personne inconsciente sera placée délicatement en position latérale de sécurité, la PLS. Ça garantit l'ouverture des voies respiratoires en cas de vomissement. Mais s'il y a eu un choc? Si le mécanisme de blessure suggère un traumatisme potentiel, disons, un travailleur tombé d'un échafaudage avant de subir les assauts du froid, la directive est formelle. Il faut laisser la personne rigoureusement dans la position où elle a été trouvée. La protection de l'axe cervico-dorsal prime alors sur le positionnement idéal de récupération. La priorité traumatique garde le dessus, c'est une notion vitale à retenir. Tout au long de cette attente, qui peut parfois s'étirer dans des zones isolées, le protocole insiste sur la notion de vigilance continue. Le secouriste est enjoint de revérifier régulièrement l'état de conscience, la respiration et le pouls de la victime. La dynamique de l'hypothermie n'est pas linéaire. Pas du tout. Une personne apparemment stable peut décompenser et plonger en arrêt respiratoire ou cardiaque en quelques minutes. Attention, dignité et hypothermie. C'est une directive fascinante qui traverse l'aspect purement clinique. Cet encadré révèle une dimension essentielle du secourisme professionnel. Le traitement de l'hypothermie implique le retrait des vêtements mouillés, souvent de manière urgente, ce qui expose la victime dans un moment de vulnérabilité physique et psychologique absolue. On l'oublie parfois dans le feu de l'action. Oui. Cette mention formelle de la dignité rappelle aux intervenants que, malgré l'urgence vitale et le chaos d'une situation critique, le maintien de la pudeur et le respect de l'intégrité de la personne secourue restent des composantes inhérentes aux soins médicaux d'urgence. Il s'agit d'isoler la personne visuellement, tout en l'isolant thermiquement. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Au terme de cette plongée méthodique au cœur du protocole médical 7 de la CNSST, l'évidence s'impose. Ces lignes directrices dépassent de loin les frontières des chantiers ou des environnements de travail industriels. C'est un manuel de survie universel, au fond. Exactement. Elle nous offre une cartographie détaillée du comportement de la physiologie humaine lorsqu'elle est poussée dans ses retranchements thermiques.
Savoir que l'altération de la conscience peut être la seule alerte, comprendre l'instabilité fulgurante d'un cœur froid, maîtriser la stratégie du réchauffement central pour éviter le piège mortel de la chute thermique secondaire, c'est acquérir une véritable littératie de la survie. Cela nous donne le pouvoir d'agir non pas en fonction de nos réflexes de réconfort, mais en fonction des lois implacables de la biologie. Et on évite ainsi ces erreurs contre-intuitives mais fatales. Cela soulève une question importante, et peut-être même un paradoxe troublant pour conclure cette analyse. Je t'écoute. Tout au long de ce protocole, on constate que l'ennemi le plus redoutable du secouriste n'est pas seulement le froid lui-même, mais notre propre nature humaine. Face à une personne en détresse, nos instincts sociaux et empathiques les plus profonds nous commandent d'offrir une boisson forte pour revigorer, de donner une cigarette pour apaiser le stress ou d'exercer de vigoureuses frictions pour transmettre notre propre chaleur. C'est ce qu'on a toujours dû faire. Or, la physiologie démontre froidement que ces gestes de réconfort ancestraux sont exactement les armes qui achèveront un corps en état d'hypothermie. Sommes-nous prêts à accepter que, dans des situations de survie extrême, sauver une vie implique parfois de réprimer nos élans d'humanité les plus instinctifs pour s'en remettre à la stricte froideur de la science médicale? C'est une réflexion fascinante sur la frontière entre nos impulsions sociales et notre architecture biologique fondamentale. Les informations présentées dans cet épisode sont offertes à titre informatif et pédagogique seulement. Ce balado ne remplace pas une formation officielle en secourisme en milieu de travail, reconnue par les autorités compétentes. Pour obtenir une certification valide, il est essentiel de suivre un cours accrédité auprès d'un organisme reconnu. Le contenu de ces épisodes est élaboré avec soin, en s'appuyant sur les standards actuels du secourisme et produit avec l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Malgré toute l'attention portée à l'exactitude des informations, certaines imprécisions peuvent survenir. Ce balado ne constitue pas un document officiel, reconnu par la CNESST, ni par des organisations telles que Cœur et AVC, la Croix-Rouge ou toute autre autorité réglementaire. Notre objectif est simple, vous aider à réfléchir, réviser et approfondir vos connaissances en secourisme dans un format accessible et complémentaire à votre formation. Merci d'être à l'écoute et surtout, continuez à vous former.